Mohamed Sifawi, un grand merci de nous consacrer cet entretien. Il était important pour nous d'évoquer ce livre majeur que vous avez publié récemment, Hamas. Il faut le dire, c'est un livre tout à fait passionnant, impressionnant, très travaillé, très documenté. Alors une première question, pourquoi ce livre? D'abord parce que j'ai considéré qu'il y avait une réelle méconnaissance de la thématique, qu'on observait le Hamas uniquement comme une organisation palestinienne, comme un simple acteur de l'action politique palestinienne, et pas comme cette organisation devrait, à mon sens, être observée, étudiée, c'est-à-dire comme une organisation terroriste. Pour moi, c'est une évidence, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que la précision soit mentionnée dès la page de couverture. Il s'agit d'un travail sur une organisation, une organisation terroriste. Alors, il ne s'agit pas de couper un cheveu en quatre. Je sais qu'en France, on a ce chic de vouloir créer de la polémique sur tout. Il y a des questions néanmoins qui devraient faire unanimité. Si je me permets de considérer le Hamas comme une organisation terroriste, ce n'est pas au doigt mouillé. C'est parce que, tout simplement, si je devais reprendre euh, tous les travaux des politologues, des juristes, et y compris les travaux des Nations Unies à travers la Convention internationale de lutte contre le financement du terrorisme, qui a été rendue publique en 1999, l'on se rend compte que la définition qui est donnée du terrorisme, de l'acte terroriste, est totalement adaptée aux agissements du Hamas. C'est-à-dire cette volonté de vouloir de façon indiscriminée s'attaquer à des civils, alors que le Hamas, comme on le dit en philosophie politique, n'est pas détenteur de la violence légitime, c'est-à-dire ce n'est pas un État, il n'est pas pour se faire missionner pour mener une guerre au nom du peuple palestinien, c'est une organisation qui s'autoproclame défenseur du peuple palestinien, de surcroît à partir d'une idéologie qui est une idéologie totalitaire, l'islam politique, notamment à travers sa conception frériste. Les frères musulmans ont toujours considéré que le djihadisme devait être une pierre angulaire de leur mouvement. Et donc, à partir de là, lorsqu'on voit les actions du Hamas, qui ont été clairement, je dirais, démontrées lors des attaques, des attentats du 7 octobre 2023, on ne peut pas dire, ou on ne peut pas laisser dire que le Hamas pourrait être une organisation de résistants. Parce que cela voudrait dire que prendre en otage un bébé de quelques mois, Kfir Bibas, ou prendre en otage une dame de 85 ans relèverait de la résistance. Jamais aucun mouvement de résistance n'a agi de la sorte. Par conséquent, j'ai mon âme et conscience, en regardant attentivement ce que prévoyaient les différentes définitions, admis depuis longtemps qu'il s'agissait d'une organisation terroriste. Mais en plus, il y a le substrat idéologique qui doit être clairement souligné. Comme je l'ai dit, le substrat idéologique est un substrat idéologique islamiste qui appelle à la destruction de l'État d'Israël et même à la destruction de l'être juif, ce qui est évidemment l'essence même de l'antisémitisme dans sa version, je dirais, moderne, enfin contemporaine plutôt. Donc de ce point de vue, il m'apparaissait totalement logique de partager la modeste connaissance qui est la mienne avec le grand public, mais aussi en essayant de sensibiliser, y compris ceux qui ont une parole publique, notamment les responsables politiques, parce que je peux vous assurer que j'ai pu entendre beaucoup d'approximations quand ce n'était pas des idioties, pour dire les choses clairement, au sujet du Hamas, notamment, comme je vous l'ai dit, depuis le 7 octobre 2023. Alors il y a toute une première partie que vous consacrez à l'histoire de la fondation du Hamas avec telle ou telle personnalité tout à fait déterminante, prépondérante. Alors est-ce que vous pouvez nous partager justement les éléments les plus importants de l'histoire
de la création du Hamas. Ce qui était important à rappeler, à mon sens, ce n'était pas uniquement de dire que le Hamas est un groupe qui est né en 1987, ce qui est le cas officiellement, mais de rappeler son ancrage dans la société gazaoui, de rappeler à quel point, notamment son principal fondateur, le cheikh Ahmad Yassine, a travaillé en profondeur la société gazaoui pour l'amener à adhérer au projet islamiste dans sa vision la plus totalitaire. Et ce travail de préparation qui a fait du Hamas un vrai mouvement d'inspiration populaire, parce qu'il y a un véritable ancrage, a commencé au lendemain de la guerre des 6 jours en 1967 et a duré une vingtaine d'années, c'est-à-dire de juin-juillet 1967 jusqu'à la naissance officielle du Hamas en décembre 1987. Le cheikh Yassine et son entourage de Gaza, mais aussi avec l'aide de quelques personnalités en Cisjordanie, ont travaillé pour faire avancer les idées islamistes de façon générale, et notamment celles des frères musulmans. Donc, ils ont agi exactement comme le prévoit la confrérie des frères musulmans, avec ce système d'idées ruche d'abeilles. Je cite véritablement une définition qu'ils donnent eux-mêmes. J'avais eu l'occasion dans un précédent travail, dans un précédent livre, Taqiyya, d'expliquer que c'était un fonctionnement qui se reproduisait un peu partout où les frères musulmans agissaient. Les ruches d'abeilles, c'est la construction de centres culturels, de lieux de prière, d'édifications, d'associations sportives, de scoutisme, de différentes structures ou cadres associatifs qui permettent d'accueillir du public pour véritablement le transformer. Toute la stratégie de ce qui est appelé dans la mouvance islamiste la réislamisation des sociétés musulmanes, qui ont été soumises à ces vagues d'endoctrinement, passe par ces logiques de ruche d'abeilles. C'est-à-dire on crée un creuset pour accueillir les gens, les formater, les amener à adhérer au projet islamiste et évidemment faire de chaque adepte ainsi endoctriné un ambassadeur, si j'ose dire, de la cause. Donc le cheikh Yassine a beaucoup travaillé sur ça. L'action sociale, évidemment, a joué un rôle prépondérant et à partir des années 70, le cheikh Yassine a commencé à aller chercher des financements pour justement pallier aux difficultés socio-économiques que pouvait pour des raisons évidentes, connaître la population gazaoui, puisqu'une partie d'entre elles était issue de personnes qui s'étaient déplacées après ce qui a été appelé la Grande Nakba, la catastrophe, c'est au lendemain de la création d'État d'Israël. Toutes ces populations, d'ailleurs, il en fait partie, qui avaient été délocalisées et qui ont élu domicile dans des camps de réfugiés érigés un peu à la hâte, entre autres à Gaza. Et donc, il a beaucoup travaillé sur ces populations-là. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le cœur battant du Hamas, ses cadres, sont pour la plupart issus de ces camps de réfugiés. On a parlé évidemment du fameux, tristement célèbre Yahya Sinwar, qui a été, je dirais, le principal architecte des attaques du 7 octobre. Il est issu, lui, d'un camp de réfugiés à Khan Younes, dans la région de Gaza. Et Mohamed Daif, l'ancien chef ou commandant des brigades Al-Qassam, est issu aussi d'un camp de réfugiés. Enfin, la majorité des cadres sont issus de ces camps de réfugiés et avaient été très tôt pris en charge par le cheikh Yassine et son mouvement, parce qu'on parlait de mouvement islamique à l'époque, avant la naissance du Hamas, et ils ont formé véritablement des cadres, soit des cadres qui allaient faire de la politique, soit des cadres qui allaient faire de l'action sociale et éducative, soit des cadres combattants, c'est-à-dire des terroristes. Alors dans votre livre, à plusieurs reprises, on voit un développement du Hamas, c'est-à-dire il y a ce que vous avez évoqué, les œuvres sociales, et puis on voit se mettre en place l'édifice politique, puis l'édifice militaire. Et on voit que actuellement, quand il y a une réflexion sur ce que peut être le Hamas, il y a des distinctions comme s'il n'y avait pas une véritable unité dans le projet. Est-ce que là, vous pouvez nous aider à comprendre les enjeux? Le Hamas est incontestablement un bloc, mais un bloc formé, une fusée à 3 étages. Il
il y a un étage qui est l'étage idéologique. Donc là, on a tout ce qui a permis de faire de ce mouvement un mouvement populaire. Le deuxième étage de cette fusée ou de ce bloc, c'est évidemment le corps politique. Et le corps politique est nourri par cette même idéologie, celle des frères musulmans notamment, c'est l'idéologie djihadiste aussi, que j'ai l'occasion de décrire. Et son rôle, c'est de développer à la fois une diplomatie, de développer une action politique interne au jeu palestinien pour supplanter les autres organisations qui existaient à l'époque, notamment le Fatah de Yasser Arafat et la grande organisation, l'OLP, qui renfermait la plupart des organisations palestiniennes. Et donc, il y a eu chez le Hamas une action politique très forte qui a été menée, qui a permis de récolter des financements, le nerf de la guerre, qui a permis de mettre sur pied une action éducative. Par exemple, ils ont fait main basse très tôt sur les universités de Gaza, notamment l'université islamique de Gaza, qui formait les futurs cadres du Hamas. Donc il y a eu tout un travail très bien structuré pour créer ce mouvement complexe. Et enfin, il y a eu une troisième phase, la construction de l'édifice militaire. L'édifice militaire, c'est évidemment les brigades Al-Qassam qui ont commencé comme un groupe terroriste classique, c'est-à-dire quelques cellules armées qui allaient prendre en otage des soldats grâce à des subterfuges. Par exemple, les premiers terroristes du Hamas se déguisaient en faux rabbins ou en faux religieux, prenaient leur voiture et allaient la veille de Shabbat sur les routes du territoire israélien pour récupérer des soldats ou des soldates qui faisaient de l'autostop pour rentrer chez eux en fin de semaine. Et c'est ainsi qu'il y a eu les premières prises d'otages et les premiers assassinats de militaires, de jeunes militaires, qui ont été tués par ce qui était alors l'embryon des brigades Al-Qassam. Et à partir de là, ils n'ont eu de cesse de se sophistiquer. Naturellement, il y a eu un tournant en 2005-2006, quand le Hamas fait main basse sur la bande de Gaza, ce qui a été une erreur stratégique majeure de la part des Israéliens. À partir de là, ils ont réussi même à développer leur propre industrie militaire. Ils ont développé leur armement, ils ont reçu des armes de la part de l'Iran notamment, ils ont développé leurs relations avec le Hezbollah libanais, ils ont développé un service de renseignement interne, un service de renseignement extérieur. Donc le Hamas a fini par fonctionner grâce à l'ensemble de ces éléments comme un proto-État, pour reprendre l'expression enseignée dans les sciences politiques. Il avait tout pour fonctionner comme un État. Alors que l'anomalie, c'est que le Hamas reste une organisation terroriste. Mais regardez aujourd'hui, personne ne trouve anormal qu'on puisse parler du ministère de la santé du Hamas, qui donne les bilans, qui est l'organe de propagande de l'organisation terroriste. Personne ne trouve anormal qu'on puisse avoir, je dirais, des chaînes de propagande du Hamas. Alors, donc le Hamas est devenu l'État de Gaza, l'émirat de Gaza. Et cette anomalie a duré comme ça, dans une espèce de statu quo pendant des années, jusqu'à ce que, finalement, même les Israéliens avaient fermé les yeux pendant très longtemps sur ce sujet, jusqu'à ce que arrive le drame du 7 octobre, et évidemment, qu'on finisse par ouvrir les yeux sur la réalité. J'ai pourtant, à maintes reprises, parfois en créant des polémiques, essayer de tirer la sonnette d'alarme sur cette organisation et sur ce côté complètement... cette situation totalement anormale qui a amené la communauté internationale, à commencer par les Israéliens eux-mêmes, accepter cela comme une fatalité, c'est-à-dire qu'une organisation terroriste puisse diriger un territoire de 365 km² et être financée au vu et au su de tout le monde par des États étrangers, notamment le Qatar, et d'employer une partie de ces financements pour construire des réseaux de tunnels, pour s'armer, pour finalement amplifier la menace que cette organisation générait. Juste une précision, ce qui est très intéressant, c'est l'origine du nom de la brigade. Les brigades Al-Qassam, c'est pour faire référence à l'un des premiers, je dirais, à avoir monté une milice armée
Asdin el-Qassam, qui n'était pas palestinien, qui était d'origine syrienne, un religieux qui très tôt s'était fait connaître, d'ailleurs par la France, puisqu'il a quitté la Syrie parce qu'il était recherché par les autorités françaises, et il s'est réfugié dans ce qu'on appelle la Palestine de l'époque. Et à partir de là, évidemment, voyant la naissance du foyer national juif, il s'y était opposé, et il s'était opposé notamment à la présence britannique à l'époque, et c'est au cours d'un affrontement armé avec des militaires britanniques qu'il a été tué en 1936. Et donc, c'est devenu une sorte de symbole dans la mémoire collective palestinienne, et très tôt, donc, son nom a été utilisé lorsqu'il fallait donner naissance je dirais, à cette branche armée du Hamas. Donc, elle a pris son nom, les brigades Asdin el-Qassam. Alors, à part l'introduction et la conclusion, la totalité des chapitres de votre livre s'ouvrent sur des citations de la charte du Hamas. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette charte et, pour l'essentiel, ce qu'il y a dedans? En fait, c'est une charte qui structure complètement l'idéologie et la pensée de cette organisation terroriste. Et je le dis souvent, les islamistes, comme tous les mouvements totalitaires, ont ceci d'extraordinaire, c'est qu'ils produisent une grande littérature qui nous permet de savoir à la fois qui sont-ils, ou qui sont ces organisations, qui sont-elles, et aussi quels sont leurs projets. Et donc, dans le cas d'espèce, les islamistes ont toujours été très clairs. C'est les démocraties qui ne savent pas les lire les plus souvent, ou alors qu'ils ne les prennent pas au sérieux. La charte du Hamas, rendue publique en août 1988, fait ressortir plusieurs éléments. Mais je retiens les trois plus importants. D'abord, un projet qui consiste à édifier un État islamiste, c'est-à-dire régi par la charia. Donc ce n'est pas une approche nationaliste. Contrairement à ce qu'on croit. Contrairement à ce qu'on croit, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le Hamas a très vite rejeté l'idée d'intégrer l'OLP. Parce que l'OLP portait un projet nationaliste laïque. Aussi extrémiste avait-il été à une certaine époque, il n'en demeure pas moins que la quête des Palestiniens nationalistes, c'est l'édification d'un État-nation, considérant que ce qui est une revendication totalement légitime, même si le mode opératoire qui avait été choisi un temps est discutable, ou en tout cas condamnable. Le Hamas, donc, vise à donner naissance à une république islamique, une république ou un émirat islamiste. Il ne reconnaît pas les conventions internationales, il ne reconnaît pas les règles démocratiques, toutes ces valeurs qui permettent aujourd'hui d'édifier des États modernes, qui assurent l'égalité et qui assurent, je dirais, une certaine cohésion dans la société, sont rejetés de fait. Donc, ils n'admettent les minorités religieuses que comme des minorités soumises selon des règles du Moyen-Âge, de la dimitude. Ce qui, évidemment, même si c'est des règles qui sont à juste titre contestées, quand on les sort de leur contexte, elles sont d'autant plus choquantes, parce que autant on peut imaginer ce que pouvait être l'esprit ou la philosophie de la dimitude au Moyen-Âge, où nous n'avons pas encore, je dirais, dans toutes les civilisations, le niveau d'adhésion à des valeurs universelles. Autant aujourd'hui, évidemment, il est inacceptable de parler de ce statut-là, qui est un statut totalement méprisant, qui ne reconnaît pas l'égalité des droits. Donc, cette charte, elle est dans la droite ligne de la vision obscurantiste moyenâgeuse des mouvements islamistes. La deuxième chose, je n'y hiérarchise pas évidemment, mais qui est très importante, c'est la destruction de l'État d'Israël, voire même la destruction du juif en tant qu'être vivant, parce qu'il se fonde par exemple sur ce fameux hadith dont on dit parfois qu'il est faux, et en tout cas que valident les mouvements islamistes, et qui dit que le prophète aurait dit que
La fin du monde n'interviendrait que lorsque l'arbre et le rocher parleront et appelleront les musulmans pour leur dire venez, il y a derrière nous l'arbre et le rocher des juifs qui se cachent, venez les tuer. Ainsi, pour décrire cette vision apocalyptique, exterminatrice, d'ailleurs génocidaire, donc, puisque les pro-palestiniens parlent de génocide, il y a clairement dans la charte du Hamas une vocation génocidaire, mais contre les juifs. Le troisième élément, c'est le refus de la démocratie en tant que système. Ça, c'est clairement dit. Donc, dès le moment où un groupe vous dit, et il n'a jamais amendé, ni annulé, ni utilisé le terme qu'avait utilisé Arafat à l'époque en disant c'est caduc, donc c'est toujours, il n'y a aucune caducité, le document est toujours en vigueur, la charte est toujours en vigueur. C'est un document au relent, enfin pas au relent, mais clairement antisémite. C'est un document avec une vision totalitaire, et c'est un document qui, de toute façon, serait dangereux, y compris pour les Palestiniens non islamistes eux-mêmes. Et d'ailleurs, le Hamas l'a montré, la manière comment ils ont traité les gens du Fatah, qui sont entre guillemets leurs frères, en 2006-2007, est à ce titre éloquent. Et donc, à partir de là, je pense que cette charte se suffit à elle-même pour dire qu'il n'y a pas de débat à partir de cette charte, alors qu'elle existe depuis maintenant 36 ans, on continue de se disputer, de discuter sur la question de comment faut-il considérer le Hamas, groupe de résistance ou groupe terroriste. Le Hamas, à travers sa charte, il nous dit exactement ce qu'il est. Alors, nous sommes un an après le 7 octobre 2023. Quels étaient les objectifs de Yahya Sinwar et de ceux qui ont monté avec lui cette opération terroriste? Eux, ils disent clairement qu'ils ont décidé de monter cette opération parce qu'ils considéraient, je cite, que la question palestinienne était en train d'être pliée d'un point de vue diplomatique. Et alors, quand on analyse, on se rend compte qu'en fait, ils considèrent que c'est plié parce qu'il y a eu les fameux accords d'Abraham et qu'il y avait un processus qui est entamé par un certain nombre de pays musulmans, validé par l'Arabie saoudite, qui visait à normaliser les relations avec Israël à travers des logiques de reconnaissance mutuelle qui devaient aboutir de toute façon à une reconnaissance de l'État de Palestine. Ça, on oublie souvent parce que dans ces accords-là, c'est ce qui est prévu aussi. Mais en vérité, Yahya Sinwar, le Hamas, qui a beaucoup évolué dans le mauvais sens du terme à partir de 2014-2015, moi je considère, alors je sais que c'est un avis qui n'est pas partagé, mais je le dis, je considère que depuis 2014-2015, a fortiori à partir de 2017, quand Sinwar prend la direction du Hamas de l'intérieur, le Hamas n'est plus une organisation palestinienne. Le Hamas évolue et se transforme en proxy de la République islamique d'Iran, œuvrant pour le compte de la République islamique d'Iran. Et par conséquent, les attaques du 7 octobre 2023 s'inscrivaient dans un objectif très clair qui consistait à torpiller les accords d'Abraham et faire en sorte à créer, à travers ce fameux déluge espéré, une guerre régionale qui créerait un effet boule de neige, notamment dans les opinions publiques des pays qui ont scellé une paix avec Israël, pour justement annuler la paix et faire en sorte à créer une situation de guerre qui allait rebattre les cartes d'une certaine façon. Parce qu'effectivement, la fragilité des accords d'Abraham, c'est que on a préféré faire la paix des dirigeants politiques avant de faire la paix des peuples. Et un travail minimaliste qui est fait, y compris, il faut le dire, par ces pays ils sont dans un processus extrêmement intéressant que je soutiens évidemment, mais je considère que le processus ne sera vraiment complet que lorsqu'il y aura un travail dans les sociétés arabo-musulmanes pour déjà guérir ces sociétés du fléau antisémite qui leur a été inoculé par les mouvements islamistes et faire en sorte à ce qu'eux-mêmes
soit dans un discours à la fois clair, cohérent, à travers une refonte totale des systèmes éducatifs et évidemment des corpus islamiques. Je ne parle même pas de la pensée islamiste, mais des corpus islamiques en tant que tels, qui arrêtent d'instrumentaliser d'une manière ou d'une autre ce fameux conflit israélo-palestinien à des fins qui ne sont pas toujours louables. On le sait. Donc évidemment, la fragilité des accords d'Abraham était à ce niveau. Et je pense que les cadres de Gaza, à leur tête si noire, savaient pertinemment que la riposte israélienne allait de toute façon être suffisamment violente pour susciter, comme c'était le cas à chaque fois, depuis 2008, il y a des réactions toujours de plus en plus importantes à la fois dans ce qui est appelé les sociétés, enfin la rue arabe, qui est un vague concept qui n'a pas véritablement de sens, mais reprenons-le par facilité, mais aussi les opinions occidentales, y compris des pays qui sont des alliés stratégiques d'Israël. Et évidemment, je crois que le calcul a été faussé par deux choses. D'abord parce que le déluge n'a pas véritablement pris, la Cisjordanie est restée assez calme. Les premières attaques venant du Liban émanaient plutôt des organisations proches du Hamas et du djihad islamique, non pas du Hezbollah. Le Hezbollah est resté quand même quelques jours, et quand Hassan Nasrallah s'était exprimé, il avait dit c'est plutôt la guerre des Palestiniens, pas la nôtre, pour rester à distance, parce que les Iraniens ne voulaient pas rentrer en guerre ouverte, ils ne voulaient pas exposer leur principal proxy de la région, en l'occurrence le Hezbollah, a un retour de manivelle. Donc, si vous voulez, tout ça a été, à mon avis, concocté un peu avec précipitation, mais je crois que quand on sait aujourd'hui comment a été montée cette opération du 7 octobre, je pense que le Hamas lui-même a été débordé ou dépassé en termes d'intensité par les agissements de ceux qui étaient sur le terrain. Là, je m'explique, on oublie de préciser que cette attaque du 7 octobre, ce n'était pas uniquement le Hamas, c'est la chambre des opérations coordonnées qui est dirigée par le Hamas et dans laquelle figurent, avec le Hamas, 11 autres organisations terroristes, le djihad islamique, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, le FPLP, le FDLP, et j'en passe. Donc, mettre sur le terrain 12 organisations, même s'il y avait une coordination opérationnelle, a fait qu'à un moment donné, en raison des défaillances que les Israéliens nous expliqueront ou s'expliqueront eux-mêmes un jour probablement, lorsqu'il y aura une commission d'enquête, je pense que les assaillants terroristes ont eux-mêmes été surpris par la facilité avec laquelle ils ont réussi à pénétrer le territoire israélien, à pénétrer les kibboutz, à atteindre un certain nombre de villes avoisinantes, Ashdod, Ashkelon, etc., et finalement menacer les Israéliens presque chez eux, enfin pas presque, dans leur maison. Et finalement, cette facilité a encouragé les terroristes à faire étalage de la barbarie qui est la leur, et il y a eu une sorte de daïchisation de l'action, qui n'était pas dans le mode opératoire, encore une fois, conforme à ce que faisait jusque-là le Hamas ou le djihad islamique. Des organisations terroristes, disons, qui avaient jusque-là un fonctionnement, entre guillemets, classique. Ce que j'appelle la déichisation, c'est cette logique, justement, de la barbarie, découper les corps en morceaux, enfin, tout ce qu'on a vu, bref, et qui serait inutile de rappeler en détail ici, tant la chose est lugubre. Mais le plus important, c'est, je crois, garder à l'esprit que cet objectif, fort heureusement, n'a pas été atteint, parce que les accords d'Abraham tiennent toujours, et que la société palestinienne n'est pas tombée dans le piège, quoi qu'on en dise, même s'il y a des excités en France qui sont plus palestiniens que les Palestiniens eux-mêmes, et que ce qu'on appelle la rue arabe, malgré une effervescence, n'est pas tombée non plus dans le piège. Donc, évidemment, personne ne nie le fait que c'est terrible de voir des femmes et des enfants mourir, mais d'abord, c'est une guerre qui a été voulue par le Hamas, et on a tous les éléments pour dire que ce n'est pas une vue de l'esprit que de dire ou que d'affirmer que le Hamas a véritablement pris en otage la société gazaoui,
les civils gazaouis qui ont été utilisés justement comme de la chair à canon pour pouvoir étoffer un discours propagandiste visant à diaboliser Israël, parce que dans le processus de destruction de l'État d'Israël, il y a tout un processus de délégitimation morale de ce pays, de cette société, de ses dirigeants, et même du juif en tant que tel, y compris celui de la diaspora. Donc on le voit bien à travers tout ce qui s'est mis en place, ou tout ce qui a été lancé après le 7 octobre. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, la question, peut-être, si on devait garder une seule satisfaction, c'est celle-là, c'est que, en définitive, les terroristes n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs politiques. Dernière question, nous sommes donc un an après le 7 octobre. Selon vous, c'est toujours difficile hein, de pouvoir prédire, mais quel est l'avenir du Hamas et les enjeux pour demain? Alors, l'avenir du Hamas, évidemment, moi j'appelle de mes voeux, parce que j'ai jamais caché mon hostilité de démocrate à toutes les organisations extrémistes et principalement aux organisations islamistes. J'espère que les Israéliens vont comprendre, en puisant leur réponse dans ce que peut leur offrir à la fois les valeurs universelles, la démocratie et les états de droit, parce qu'il est important de répondre avec ce corpus-là, et ne pas répondre n'importe comment, comme le souhaiteraient peut-être certains excités de la vie politique israélienne, de faire en sorte à ce que militairement le Hamas doit être détruit et que politiquement il ne doit plus jamais jouer un quelconque rôle dans l'échiquier palestinien. Ça, ça doit être, et je pense que c'est un objectif. Si je comprends bien et si j'arrive enfin, si la démarche israélienne est lisible, en tout cas moi je la vois ainsi, je crois qu'elle est dans cet objectif-là. Ce que je dis pour le Hamas vaut aussi pour le djihad islamique, dont on oublie aussi la toxicité. Le djihad islamique, pour le rappeler, est le co-organisateur et le co-auteur des attentats du 7 octobre, mais aussi l'allié historique et le plus important de la République islamique d'Iran. Depuis sa création au début des années 80, le djihad islamique s'est toujours mis comme un allié stratégique de la République islamique d'Iran. Donc il y a cette première réalité. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, le travail en direction du Hezbollah doit se poursuivre, parce que le Hezbollah est d'une toxicité extrêmement grave. Les Israéliens savent aujourd'hui que le Hezbollah aussi avait son plan pour une action terroriste similaire à celle du 7 octobre. C'est la raison pour laquelle les populations du Nord ont été priées d'évacuer leur domicile depuis maintenant plusieurs mois. On parle quand même de près de 70 000 personnes. Et par conséquent, il faudrait faire en sorte à ce que les Israéliens fassent le job, permettez l'expression, pour que militairement le Hezbollah ne puisse plus représenter une menace, mais il appartient à la communauté internationale et à la France en tête d'aider les Libanais qui veulent se débarrasser de cette organisation qui a fait asservir le Liban, qui a mis le Liban sous la botte des mollahs iraniens, de se débarrasser de cette organisation. Cela ne veut pas dire que les chiites ne doivent plus avoir droit de cité, mais j'ai la faiblesse de croire que certains chiites ne sont pas, je dirais, des sympathisants du Hezbollah. Et peut-être qu'il faut créer une dynamique qui mette véritablement en situation les Libanais, notamment l'armée libanaise, se débarrasser du Hezbollah. Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'on parle souvent de la résolution 1701 qui a été décidée en 2006 à l'issue de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Il était question d'aider l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah. Il était question de pousser le Hezbollah derrière le fleuve Litani, ce qui n'a jamais été fait. Parce que tout simplement la communauté internationale n'a pas agi comme il fallait qu'elle agisse, n'a pas mis suffisamment de pression sur l'État libanais, sur les détenteurs des clés de l'État libanais, parce qu'il n'y a pas que le Hezbollah, et elle n'a probablement pas doté l'armée libanaise de suffisamment de moyens, parce que quand on se retrouve dans une situation
où l'armée d'un État souverain est moins outillée que l'organisation terroriste, c'est un problème. Enfin, la France et d'autres pays doivent régler une question d'abord qui me semble être une question éthique, une question politique et diplomatique, c'est qu'on arrête de considérer qu'il y aurait une branche militaire, une branche politique du Hezbollah. Le Hezbollah, son organigramme, il est très clair. Il y a une seule branche, c'est une branche terroriste. L'action politique est similaire à l'action politique qui est menée par le Hamas. Donc il faut arrêter toutes ces idioties et ces hypocrisies, parce que vous savez quoi? Même le Hezbollah ne reconnaît pas qu'il y a une différence entre sa branche militaire et sa branche politique. Merci beaucoup, Mohamed Sifawi. On le redit, c'est un livre extrêmement important, très documenté. C'est un livre d'investigation et on le recommande très chaleureusement. Merci beaucoup de nous avoir consacré cet entretien. Merci infiniment.